Vous écoutez Causerie d'experts, votre podcast dédié à la préparation physique et la préparation mentale pour les arts martiaux. Retrouvez chaque semaine un expert qui vous donne ses astuces pour vous améliorer. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube Corps et Esprit Martial, sur la plateforme podcast de votre choix, ou pour ne louper aucune actualité et avoir accès à nos ressources gratuites comme les 3 e-books écrits par 15 experts internationaux sur le thème 3 conseils pour faire évoluer votre pratique, ou encore votre méthode de souplesse dédiée aux arts martiaux et sports de combat, nous vous invitons à nous retrouver sur le blog Corps et Esprit Martial. Tous les liens sont en description. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle interview du blog Corps et Esprit Martial. Aujourd'hui, nous recevons à nouveau Jean-Charles Is. Si vous avez loupé sa première interview, elle est juste là, sur sa vision de la préparation physique. Il nous explique un peu comment il en est venu à créer son jeu Dungeon of Fitness, un sujet qu'on va réaborder aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on parle de plaisir et progrès. Rebonjour Jean-Charles, j'espère que tu vas toujours bien. Ça va toujours, Marine. Salut. Alors, on dirait pas comme ça, mais en fait, il enchaîne les interviews. C'est pour ça qu'on a exactement le même cadre. Voilà, il a pris beaucoup de temps. Donc, n'hésitez pas à aller le soutenir sur ses pages Facebook, à partager son jeu Dungeon of Fitness, à commenter cette vidéo, la partager si elle vous a plu. Je le dis maintenant, comme ça, c'est dit, mais c'est vous qui faites vivre les contenus. Voilà, nous, on fait que le créer. Donc, si vous appréciez, partagez, likez, blablabla, blablabla. On est parti. Alors, on sait que on a remarqué que tu aimais beaucoup la notion de jeu et de plaisir dans la pratique. Est-ce que tu penses qu'il faut nourrir le plaisir avant de s'attaquer à la technique? Quand un adhérent vient, est-ce que tu lui demandes est-ce que tu vas essayer de nourrir plutôt le plaisir qu'il prend ou tu vas essayer de lui donner des points de vue techniques? Il y a toujours un aspect rébarbatif quand on découvre une pratique, a fortiori dans les arts martiaux, parce que surtout avec armes, puisqu'il y a des aspects de sécurité, d'explication de contexte, peut-être que la personne s'y attendait pas. Mais très rapidement, moi je m'attache à ce que le jeu soit mis en place et que la personne y trouve du plaisir en fait dans ce qu'elle fait. À côté de ça, c'est parce que en fait, je ne crois pas à la motivation. C'est-à-dire que je pense que la motivation, c'est quelque chose qui fluctue. Un jour on est motivé, un jour on n'est pas motivé. Et moi-même, qui pratique très 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 régulièrement, tous les jours, en fait, il y a des jours où j'ai pas envie. Je suis juste fatigué, en fait, et je me dis non, c'est pas possible. Et j'y vais quand même. J'y vais quand même parce que je me suis conditionné et que malgré tout, je sais qu'à chaque fois, je vais prendre du plaisir dans ce que je fais. J'ai pas envie d'y aller, mais j'y vais quand même parce que de toute manière, je sais qu'une fois que j'y suis, par contre, c'est super cool. Et c'est un moteur qui est très important. Pour progresser, il faut être discipliné. Et pour être discipliné, la discipline, ça induit qu'on va s'entraîner régulièrement au rythme que la vie nous permet, évidemment, mais il faut être régulier. C'est le travail régulier qui porte des fruits. Et pour qu'on garde du courage à être régulier, il faut prendre du plaisir, parce que sinon les gens abandonnent, en fait. Merci beaucoup. Ça me rappelle une phrase que disait un professeur de karaté que j'ai eu qui disait tout le temps, on commence par motivation et on continue par habitude. Et voilà, cette régularité va arriver par le plaisir, comme tu le dis. Donc merci. Et comment tu fais pour susciter justement le plaisir dans la pratique à un nouvel adhérent? Donc tu as parlé du jeu, mais est-ce que tu utilises seulement le jeu ou est-ce que tu as d'autres façons de faire en sorte qu'il soit heureux tout simplement de venir s'entraîner et de prendre des coups de bâton ou Ouais, mesurer la progression et faire ressentir la récompense. Ouais. Euh, Par exemple, je fais du coaching individuel où je Mhm. vais confier le groupe à des personnes en qui j'ai confiance. Et après, je vais prendre des nouveaux ou des moins nouveaux et les faire combattre contre moi. Mhm. Je vais accepter de me laisser toucher. Je vais me laisser battre. Je vais les tirer vers le haut, en fait. Mhm. Je vais prendre des coups, en fait. Je vais prendre des coups pour leur montrer qu'en fait, alors pas n'importe comment. En général, je choisis quand je me laisse toucher pour les récompenser. Mhm. Et je pense que ensuite, l'encouragement, le fait de lui dire, t'as vu ce que t'as fait là?
t'as vu ce que tu as réussi? Avant, tu ne le réussissais pas, ça. Ben, ça, c'est ultra important. Je me souviens, alors j'ai oublié son nom, j'ai croisé quelqu'un en tournoi, j'ai combattu contre lui, et je l'ai battu, c'est pas le sujet. Plusieurs mois plus tard, je le recroise à un autre tournoi, je ne l'affronte pas, mais un de mes sparring partners particulièrement brutal l'affronte et lui met une sacrée dose quand même. Je le sens très touché en fait. Et je le sens vraiment abîmé physiquement un peu et mentalement surtout. Je vais le voir et je lui dis, je t'ai vu combattre, t'as quand même vachement progressé. Il y a son visage qui s'est illuminé et il a oublié tous les problèmes qu'il a eu juste avant. C'est-à-dire que je sentais de la frustration, je sentais qu'il est presque pas dégoûté, mais il disait putain, mais c'est pas possible. Je sentais qu'il y avait un truc qui. Oui. Il n'avait pas eu une bonne expérience, en fait. Et je suis allé le voir et je lui ai rappelé, en fait, je t'ai affronté, moi, il y a quelques mois. Je t'ai vu là, t'as progressé, mec, c'est bien. Et ça a eu un effet immédiat sur lui. Et cette bienveillance, elle est super importante, en fait. Donc, il y a le jeu avec la prise de plaisir, mais il y a ça aussi qui est super important. C'est. Je suis le premier à punir, hein, des fois. Ça fait partie du jeu pour moi aussi. Hein. Mais quand quelqu'un, en fait, fait un effort, il faut le récompenser, en fait. Il faut immédiatement... et la récompense sociale, elle est super importante. Super. Et alors, tu parles de récompense et justement de voir l'évolution. J'ai une question. Est-ce qu'il y a une question de grade dans les AMHE, comme il peut y avoir non, pas du tout. Alors, ça dépend des clubs. Il y a des clubs qui mettent ça en place, des espèces de validation. Chez nous, on a un rapport très particulier à la hiérarchie et au maître. Il n'y a pas de maître chez nous. Alors, des fois, il y a forcément, il y a des personnes qui sont là depuis, qui enseignent depuis 20 ans, des décennies, et qui ont en plus, qui font consensus dans leurs connaissances, dans leurs pratiques et dans leurs performances. Alors, et qui sont toujours là à un âge avancé, et du coup, ils ont forcément une espèce d'aura qui font que ce sont. Mais on va le tourner aussi en dérision. C'est-à-dire qu'on va s'en moquer. C'est-à-dire que on va le respecter tout en se moquant de ce statut-là. Mais je pense que c'est typiquement occidental, en fait. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir un respect naturel pour un maître, tout en détournant un peu la chose et en s'en moquant. D'une manière générale, dans les arts martiaux historiques européens, il n'y a pas de maître. Il n'y a pas de maître d'armes. Maître d'armes, c'est un titre officiel de la Fédération française d'escrime. On ne peut pas le porter, je ne suis pas maître d'armes. En général, on dit, j'aime pas trop même le titre de professeur, parce que venant de l'université, professeur pour moi, c'est un titre universitaire. En général, je me présente comme instructeur, parce que c'est ce que je fais en fait. J'ai des informations, je les transmets, j'instruis comme je peux les autres. Je coach aussi, mais je ne suis pas un coach sportif. La position de coach où je suis le plus performant, ça va être quand je suis dans le coin avec un combattant pour le guider pendant son combat. Parce que je trouve facilement les mots peut-être pour le guider à travers les difficultés. Mais sinon, de grade, de hiérarchie, non, pas réellement. Non, certains clubs le font parce que ça structure leur club. Chez nous, ça n'existe pas, par exemple. On est plus un collège. Si demain, en fait, quelqu'un vient me dire, Jean-Charles, parce que je suis secrétaire du club et que j'organise les choses, moi en ce moment avec les blessures, mais et le Covid, j'ai transmis, ça m'a permis de déléguer et d'apprendre à déléguer sur ça. Mais effectivement, normalement, c'est vrai que on vient me voir, on me dit, Jean-Charles, j'aimerais bien faire ça. Parce que les AMHE, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à voir, et je suis loin de tout connaître, très très loin même. Je dis, bah, vas-y, en fait, prends la source et nous, on va être là pour lui apporter de la méthode, en fait. Et la personne va se développer, elle a déjà été formée sur quelques trucs, elle a vu comment on faisait, et elle va prendre une source, je sais pas, moi, sur le bâton, et on va lui dire, bah, écoute, aujourd'hui, c'est moi l'élève. C'est toi qui vas m'expliquer comment ce maître d'armes de l'époque, l'auteur de ce traité, a dit. Donc, c'est plus un collège avec évidemment l'expérience et le passé, la réputation de certains membres, mais il n'y a pas de titre autour de ça.
Je comprends. C'est intéressant et c'est une façon qui est, je pense, très saine de voir la chose et de faire la chose. Donc, merci pour ce retour parce que c'est intéressant de voir comment on peut fonctionner dans d'autres clubs et ça me donne des idées. Donc c'est chouette. Euh, Tu as parlé, donc, dans l'autre interview, on a parlé pas mal de Dungeon of Fitness, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment tu en viens à créer ce jeu? Comment ça se passe, les prémices de ce jeu? Qu'est-ce qui s'est passé? Je finis mon doctorat, je soutiens ma thèse doctorat en 2018. Je ressens un vide intersidéral suite à la soutenance et à le rendu de mon manuscrit. C'était donc je l'ai rendu en avril, on est l'été 2018. Mhm. Je m'évade dans les musiques que j'écoutais pendant la rédaction, notamment la BO de Zelda, Mhm. la bande originale de Zelda, du dernier auquel je n'ai pas joué d'ailleurs, pas eu le temps, mais j'écoutais la musique en travaillant. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a un jeu de rôle Zelda? Tout est parti de là. Et j'ai cherché, ça m'a obsédé une nuit entière, et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas de jeu de rôle officiel Zelda, il n'y avait rien en fait. Et je me suis dit, mais il faut le faire. Et il faut le faire. J'en parle à des amis et je leur dis, je vais faire un jeu de rôle Zelda. Bon, ils ont éclaté de rire, et en même temps, ils disaient, bon, bah, c'est JC qui en parle, du coup, il va le faire, probablement, parce qu'en général, quand je dis que je vais faire quelque chose, je le fais. Et je me suis mis à y réfléchir. Je me suis dit, le jeu de rôle, c'est pas adapté. Je vais en faire un jeu de société. Je vais imaginer un jeu de société Zelda. Je pourrais jamais le vendre, mais je vais l'imaginer quand même. Et j'ai commencé à imaginer un jeu Zelda, un jeu de plateau, un peu comme HeroQuest, avec des épreuves. Mhm. Parce que dans Zelda, il y a des épreuves d'adresse quand même. Et je Oui. me suis dit, je voulais que ça ressemble. Et donc, il n'y a pas seulement des énigmes, il y a pas forcément des aventures de jeux de rôle, il y a aussi des épreuves d'adresse. Et, et donc, j'ai commencé à imaginer des choses et pas satisfait de toute façon. Mais je continuais, je continuais. Et puis, un des coachs de mon club et sparring partner animait un atelier et il avait détourné des cartes Magic pour faire un jeu de rôle dans l'entraînement, en fait. Mhm. Par exemple, toi, tu vas faire, donc tu tirais une carte, c'est Joris, il se reconnaîtra s'il m'écoute. Joris alors il en a fait des centaines en plus, et il avait détourné toutes ces cartes magiques, et il avait du coup, à chaque fois que tu allais faire des sparring, c'était les contraintes dont on parlait dans la précédente Mhm. interview, des sparring à contraintes. Tu tires une carte, tu as le droit de faire que des pointes, que des Mhm. stocks. Tu ne marques des points que qu'en faisant ça. Tu tires une carte, tu n'as plus le droit de parer, tu dois qu'esquiver. Et donc, tu as deux personnes. Tu en as un qui fait que des stocks et un qui fait que des esquives. C'était assez rigolo, du coup. Et c'est là, en fait, je me suis dit, mais pourquoi je m'emmerde à vouloir faire un jeu de plateau? Ça va être un jeu de cartes, mon jeu Zelda. Ensuite, il s'est passé ce qui est, en général, ce que je résume être l'origine de Dungeon of Fitness, c'est que j'ai eu la frustration face au manque de régularité. Mhm. Et c'est là que je me suis dit, non, mais en fait, le jeu Zelda, c'est un hack. Je vais, les je vais les hacker avec ça et je vais les faire bosser physiquement parce que ils partent 3 semaines en vacances, ils reviennent, ils disent qu'ils vont participer à un tournoi, mais ils tiennent pas 2 minutes de sparring, c'est juste pas Mhm. possible. Donc j'ai commencé à travailler sur le jeu Zelda et je me suis dit, je vais en faire un jeu de préparation physique. Et il y avait à disposition, c'est Neil Array, je crois, ou Neil Array, qui, tu as dû le voir, tout le monde Mhm. l'a vu. C'est des images avec des programmes sportifs de super-héros. Oui. Et en fait, j'ai utilisé ces images-là en fait, pour faire mon prototype Zelda. Mhm. Et il y avait tous les exercices qui étaient disponibles. Et donc, en fait, je regardais et j'avais juste à chercher. Alors, je les avais tous enregistrés. Je cherchais à chaque fois les dessins qui me servaient pour ensuite faire mon jeu Zelda, qui était un jeu beaucoup plus. Un peu, pas les mêmes règles hein, que Dungeon of Mhm. Fitness. Et, euh, et donc, j'ai fait mon jeu Zelda comme ça, en utilisant des images de Ocarina of Time et Majora's Mask, des images de cette coach sportive Neil Array. Euh, et euh, et j'ai fait mes prototypes, je les ai fait imprimer, j'ai fait Mhm. jouer mon club.
Et je me suis rendu compte que ça marchait, que mon système marchait. C'est là que j'ai échangé avec Julien, élève du club, en fait, qui est passionné de jeux de société. Il a résumé les choses assez bien. Il a dit Dungeon of Fitness, finalement, c'est un mec comme toi qui veut faire du sport à un mec comme moi. Et lui qui connaissait parfaitement les jeux de société, on a échangé et j'ai eu un gros problème, c'était sur quel univers développer mon jeu en fait. Parce que j'avais Zelda, mais je ne pourrais jamais faire un jeu Zelda, c'était pas possible. Et il a dit bah, tu devrais parodier les salles de sport, faire le démon du squat ou des trucs comme ça. Et c'est là que j'ai commencé à travailler l'univers, que j'ai contacté la fille d'une des personnes avec qui je m'entraîne depuis des années, qui est illustratrice, Mademoiselle Pistache. Et j'ai dit à Pistache, ça te dirait que je t'engage pour faire des illustrations pour mon projet? Et on a commencé à faire des tests. Je les ai montrés à Julien. Julien, qui avait donné la bonne idée et qui, en plus, appréciait les trucs, il commençait à s'intéresser au système de jeu et je voyais qu'il était passionné de jeux de société. Je lui dis à la fin, mais tu veux pas qu'on le fasse ensemble, en fait? Et on s'est associés. Et le projet a commencé à prendre forme, le jeu s'est transformé, les règles se sont transformées, on l'a testé. L'avantage en fait d'avoir mon club d'arts martiaux à disposition, c'est qu'en fait j'ai pu le tester, mais sur plein de personnes, et je les faisais jouer. Différentes catégories d'âge, différentes. Oui, j'ai fait jouer aussi ma famille, mes neveux, mes nièces, des petits-enfants. J'ai pu voir comment ils réagissaient, et à chaque fois j'avais de bons retours, ça plaisait en fait. Je me rendais compte que ça marchait. Et les personnes qui aiment jouer, en fait, tout de suite étaient séduites et elles se disaient c'est un prétexte pour faire du sport. Et les personnes qui sont sportives se disent c'est un prétexte à jouer. Après, il y a quand même une partie de la population qui peut rester hermétique à ces geekeries-là, mais ça, globalement, c'était quand même à chaque fois un succès. Il y a eu le moment, en fait, ensuite, où on a dit bon, ben, on fait quoi? On a un jeu, il commence à prendre forme. Ça coûte un peu cher, on avait mis quand même des euros, parce que le graphiste Laurent qui me travaille avec moi depuis 2015, Pistache, on a tout payé en fait tout de suite. On n'a pas dit on te paiera plus tard, pour l'instant tu verras ça aura du succès. Je suis pas du tout ce genre là. Quand je fais travailler quelqu'un, je le paye tout de suite. Et c'est là qu'en fait on s'est dit bon on va faire on va déjà prendre des infos auprès de personnes qui sont influentes sur YouTube. Je pense à Guys de Geek and Fit. Mais la première personne que j'ai contactée, c'est Rémi de Iron Quest. Parce que je me disais, connaissant son contenu, je me suis dit, ça va lui plaire. Bon, en fait, je ne me suis pas trompé. Ça lui a plu tout de suite et il a accepté d'en assurer la promotion pour nous soutenir. Et là, on s'est dit, peut-être qu'on peut faire un Ulule et financer un premier stock. Et comme ça, notre jeu va être joué et va être diffusé. Et en fait, ça a permis la création d'un studio de création de jeux de société, puisqu'il y a des entreprises qui sont venues nous voir après pour dire, vous savez faire des jeux? Oui. Vous pouvez nous faire des jeux? On peut créer des jeux, oui. Et on s'est mis à créer des jeux de société, en fait. Vous avez plusieurs jeux de société, vous n'avez pas que Dungeon of Fitness? Oui, aujourd'hui, oui. Dungeon of Fitness, c'est le seul jeu qu'on a développé en interne, qu'on auto-édite d'une certaine manière. Mais sinon, on travaille sur d'autres jeux qui sont des commandes d'entreprise. D'accord. C'est intéressant, ça. Et le sport, c'est pas terminé. On a d'autres projets autour du sport et de la pratique, la pratique sportive très large. Mais on continue à développer Dungeon of Fitness, c'est pas fini. Il nous tarde de voir la suite, parce que c'est une belle aventure et c'est vraiment quelque chose de très, très, très chouette. Et hormis Dungeon of Fitness, est-ce que tu as des clés pour motiver tes élèves à travailler en dehors des heures d'entraînement? Ça, c'est le plus difficile. En général, c'est le discours que j'ai pu tenir déjà, c'est leur expliquer que la motivation, c'est rien. Et qu'il faut profiter de la période de la motivation pour mettre en place une structure et une discipline pour qu'au moment où la motivation disparaît, ces mécanismes-là prennent le relais. Alors, il y a le fait de prendre du plaisir, c'est-à-dire de faire des choses qu'on aime et de guider la personne vers quelque chose qui ne serait pas une contrainte. La contrainte, ça doit être juste le moment où tu dois te lever du canapé, en fait. Voilà. C'est ça, même les personnes les plus exemplaires, elles ont tous ce problème-là. Parfois, selon les journées ou la semaine que tu as passées,
c'est dur. Il faut se mettre un coup de pied aux fesses. C'est ça, exactement. C'est le moment où il faut lui dire, allez, là, go, ne cède pas. Et parce qu'une fois que tu y es, tu sais que tu prendras du plaisir. Et il faut le rappeler et il faut ancrer ça, en fait. Il y a un ancrage à mettre en place et ça va être tout le travail de la discipline. Si par contre la personne elle a du mal à se lever du canapé et puis en plus elle ne prend pas de plaisir dans sa pratique, ça va être compliqué. Donc je dirais discipline, plaisir. Ne pas se reposer sur la motivation pour avoir le summer body ou ça marche pas. Ça marchera pas. La motivation extrinsèque, c'est pas. Non, ça marche pas. C'est hormonal. Je veux dire, ça fluctue, ça va dépendre des heures de la journée. Est-ce qu'on a faim, est-ce qu'on n'a pas faim, est-ce qu'on est bien hydraté, est-ce qu'on a eu du sucre, est-ce qu'on a bien dormi, est-ce on est stressé par le travail. Il y avait des tas de choses. Et est-ce que on remplace pas en plus le plaisir par un autre plaisir? Le gros danger, ça va être d'être aspiré dans un jeu vidéo, ce genre de choses. Ou dans des séries Netflix, voilà, on veut voir l'épisode suivant. Quoique on peut faire du sport en regardant une série Netflix, c'est plus difficile que un jeu vidéo. Mais effectivement, ça va être plaisir et discipline, ouais. Je vois que ça, en fait. Je vois que ça et de proposer des outils pour faire un suivi. Le carnet d'entraînement, j'ai eu des différents outils de suivi de mon entraînement, mais le carnet d'entraînement scrupuleux où je note tout, mais absolument tout ce que je fais à chaque entraînement, je ne l'ai fait en fait, je ne l'ai mis en place qu'il y a 2 semaines. Tu vois, j'ai fait du sport pendant, ça va faire bientôt 30 ans. Enfin, c'est quelque chose d'utile. Des décennies. Alors j'avais des outils de suivi quand même que j'utilisais par période en fait pour mesurer des choses diverses et variées, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais le carnet d'entraînement pur où je note tel jour, date, j'ai fait ça. Si j'ai soulevé des poids, le tonnage à la fin, le nombre de kilos que j'ai soulevé dans la séance, le nombre de répétitions, tout. Et à chaque fois maintenant, chaque fois que je fais une séance similaire, je tourne les pages, je regarde celle que j'ai fait avant et j'essaie de faire mieux. Ça, je ne le faisais pas avant. Ça, c'est un bon outil pour progresser. Ouais. Je pense que je le fais même trop tardivement. J'aurais dû le faire avant et maintenant j'encourage les personnes à le faire le plus tôt possible. Alors pourtant on avait mis on fournit normalement il est disponible pour Dungeon of Fitness des feuilles d'entraînement qui servent à noter ce qu'on a fait. C'est un aide au calcul et ça permet d'avoir un historique, de forcer à noter ce qu'on fait. Pour avoir une rétrospective, il y en a qui l'utilisent comme ça, c'est très bien. Donc j'ai fourni ça avant même d'utiliser pour moi d'une certaine manière. Je pense que voilà, plaisir, discipline et tenir un journal. Oui, non, mais c'est très très intéressant. Après, le journal, on peut le tenir aussi sous format numérique. Je le dis parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce que le journal, c'est forcément papier? Je préfère vous le dire, vous pouvez l'utiliser en numérique, ça n'a aucune importance. Surtout si vous puissiez revenir dessus. Donc sauvegardez-le bien. Faites pas comme les élèves au bac qui oublient de sauvegarder leur copie. C'est problématique. Est-ce que toi, tu as un souvenir particulier qui t'a marqué, un bon souvenir dans ta pratique? C'est une question à laquelle j'ai réfléchi parce que c'était pas évident en fait, en réalité. Et des bons souvenirs, il y en a plein. Mais il y en a un qui m'a particulièrement plu et qui n'est pas grand-chose en fait, en réalité. Il est à égalité avec autre chose. Tu peux donner les deux si ça te fait plaisir de parler des deux. Disons qu'en 2018, on est allé à Lisbonne avec une délégation fédérale pour représenter la fédération française. Ce n'est pas une équipe de France, il n'y a pas eu de sélection ou quoi que ce soit. C'était sur invitation quand même. C'était sur invitation et j'étais invité à participer à l'IFEMA, qui était une compétition internationale des AMHE à Lisbonne. J'ai fait d'autres compétitions à l'étranger, j'ai fait d'autres compétitions avec mon club. Et là, en fait, on était des gars qui venions de clubs différents. On se connaissait pour certains, mais on ne se connaissait pas tous. L'ambiance sous drapeau français, même si ce n'était pas une équipe de France, on était quand même sous drapeau français. L'ambiance entre... Alors, c'est marrant qu'on parle de ça après l'élimination de l'Euro, mais cette ambiance que j'ai ressentie, cette cohésion d'équipe dans un sport individuel, parce que j'ai fait que des sports individuels, moi, mais en fait, ça m'a apporté beaucoup. Tu t'es senti moins seul dans ta pratique? Ouais, en fait, il y a eu une connexion supplémentaire.
D'ailleurs, la plupart des membres de cette délégation sont restés des amis et des soutiens autant que des adversaires sur d'autres compétitions. D'ailleurs, le comble, c'est que l'organisation de cette compétition a fait que les Français se sont éliminés les uns les autres. C'est-à-dire qu'on s'est tous affrontés, donc on se coachait, et en même temps, on se battait et on s'éliminait, ce qui était une catastrophe en fait pour faire un résultat. À la fin, on a quand même réussi à décrocher des résultats, mais du coup, ça nous a rapprochés. Ouais. Et il y a eu quelque chose. Il y a eu un truc. Ouais. Il y a eu un engagement différent que quand on est en sport individuel, qu'on vient sous son club. Et tu en as retiré quelque chose pour après dans ta pratique? Ça a changé quelque chose dans ta pratique? Alors, on avait déjà cet esprit de cohésion dans mon club, donc je ne dirais pas ça. C'était intéressant de l'avoir au-delà du club. Mais il s'est passé quelque chose, c'est que j'ai pris conscience que j'étais capable de coacher des gens que je ne connaissais pas, sur lesquels j'avais aucun historique. Je me souviens d'Orient, si on me regarde, d'Orient qui, à Toulouse, d'Orient qui est un formidable athlète et un très grand adversaire et un ami, qui vient me voir en fait lors je crois que c'était une finale à Toulouse, il vient me voir, on n'est pas du même club, hein. Il a affronté mes copains de mon club, il vient me voir à la finale, il me dit tu peux me coacher s'il te plaît. Et dans une discipline en plus épée-bocle, c'est pas que j'y comprends rien, mais c'est pas du tout mon ton registre. C'est pas mon registre, c'est pas mon style, c'est pas quelque chose que je pratique. Et donc le bocle c'est un petit bouclier et l'épée donc est une épée une main. Il y a plusieurs styles autour de ce duo d'accessoires, mais c'est pas quelque chose que j'étudie normalement. On peut pas tout faire. Et du coup, je me retrouve à le coacher et à le sauver en fait, à arriver à trouver les mots et à l'accompagner. Et donc, ces rencontres avec d'autres personnes, donc de d'autres clubs, et le fait qu'il y ait cette cohésion, cet échange avec des personnes du même pays, de la même fédération, mais pas du même entourage proche, on se retrouve après sur d'autres compétitions et que ce lien soit établi. En fait, ça a provoqué chez moi le fait que j'accompagne et que j'échange avec d'autres pratiquants. Et ça a fait chez moi une prise de conscience, c'est que j'avais cette capacité à parler au combattant pendant son combat. Et ça m'a apporté beaucoup, je pense. Ouais. Intéressant. Merci beaucoup pour ce retour. Tu disais 2 souvenirs qui t'ont marqué. C'est lequel le deuxième, du coup? La leçon que j'ai prise avec Robert Childs, médaille d'or au Swordfish, après le Swordfish, c'est un tournoi qui est assez important en Suède, un des plus anciens et un des plus sérieux. J'y ai participé en 2019, avant tout le bazar qui nous tombait dessus, en épée longue et en rapière dague. Et Robert Childs a eu la médaille d'or en rapière dague. Moi, je suis allé jusqu'en quart de finale. Un combat très difficile d'ailleurs. Et Robert Childs, il faut le voir escrimer en vrai en fait. Ça tient plus de l'insecte que du mammifère. Incroyablement précis, rapide et tactiquement propre. Et la leçon que j'ai reçue, parce qu'il a non content de remporter la médaille d'or, le lendemain, il a donné une leçon ouverte, gratuite aux participants. Robert Childs, il n'est pas tout jeune, hein. Il a plus de 30 ans de pratique dans l'escrime quand même. Et ça se voit. Il est en forme et la rapière dague permet, même à un âge qui commence à être normalement au-delà de ce qu'on fait en compétition à haut niveau, il est toujours là. Ce qui prouve que dans les arts martiaux, il y a la possibilité de durer longtemps. Et on le voit même en MMA ou en judo, il y en a, ils durent longtemps. Hein. Oui, et puis surtout quand il y a des armes, ça permet de... Comme le corps est moins engagé, il a moins de traumatisme, il y a moins besoin de force, hein, parce que l'arme, elle supprime ce besoin de
de force, même s'il faut de l'engagement, comme tu l'as dit, eh bien, oui, à un âge plus avancé, on peut avoir des gens qui dominent. Et on le voit en kendo aussi, hein, des 8e, 9e dan qui ont 70, 80 ans et qui arrivent à dominer des plus jeunes à 30, 40 ans, qui les baladent. La leçon que j'ai reçue de cet homme suite m'a apporté, m'a révolutionné ma vision de... Alors, pas révolutionné, parce qu'en fait, beaucoup de choses qu'il a enseignées, en fait, je les avais déjà, quelque part. Mais il y a quelqu'un, on cherche des fois, on cherche toujours un maître, il y a quelqu'un qui est plus expérimenté, qui savait mieux l'exprimer, qui l'a enseigné pendant des années, et donc qui savait très bien, qui m'a donné les exercices, qui m'a donné les clés pour perfectionner ce que je savais déjà. Mm. Et donc, il y a des rencontres comme ça, il faut sortir en fait de son club. Il faut sortir, il faut aller rencontrer des gens, il faut aller se confronter tout en apprenant. C'est-à-dire que la confrontation, c'est une occasion d'apprendre. Et, euh, et ça m'a. Je pense que voilà, il m'a mis sur les rails pour aller encore plus loin maintenant. C'est chouette. C'est chouette. Très beau témoignage. Merci beaucoup. Quel est ton pire souvenir à contrario? Est-ce que tu as un souvenir qui est vraiment difficile dans la pratique des arts martiaux? Bah, je pense les blessures. Quelle est ta pire Euh, blessure? Fracture du péroné, je pense. Hmm. Un accident dans un jeu de lutte où deux personnes me sont tombées dessus. C'était la lutte en équipe. C'était pas violent du tout, hein. Mauvaise position, porte-à-faux sur le pied, pied coincé en fait. Hmm. Et pas possibilité de rouler. Le pied était bloqué, donc je me suis tordu la cheville jusqu'à casser le péroné en fait. Ça m'a pris des années pour récupérer totalement la cheville, Hmm. en fait. Ah, la cheville, c'est long. Ouais. La cheville, c'est long. Alors là, récemment, je me suis cassé 2 doigts de pied, mais j'ai eu beaucoup de chance. Je me suis lâché ma barre de musculation, elle m'a glissé des doigts. Et le disque toujours attaché à la barre, en fait, si tu lâches les deux mains, en fait, c'est quelque chose que j'ai appris, en fait, hein, on a fait de la géométrie. Prenez une barre grande. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est prenez une barre assez grande, parce que j'avais une barre à curl, donc curvée, elle fait 1,50 m, je crois. Et je l'utilisais pour faire des clean and press, et lever, baisser, lever, baisser. Je le faisais beaucoup, c'était un exercice d'endurance. Et avec la sueur de l'été, la barre m'a glissé de la main gauche. J'aurais lâché les deux mains. La barre serait tombée autour de mes pieds, droite, mais j'ai lâché que d'un côté. Donc elle a fait un angle, elle a heurté mon pied. J'ai pris 40 kilos sur le pied. J'ai eu très peur. Au final, j'ai juste 2 doigts de pied cassés par l'onde de choc. Mais j'ai eu un pied de hobbit pendant 3 semaines. C'était très douloureux, très désagréable, pas si grave. Moins grave, là j'ai déjà repris. Tu sais quoi, je me suis blessé fin mai. Là j'ai repris hier le sac de frappe, quelques mouvements à l'épée, et ce soir je fais quelques exercices avec un sparring partner à l'épée. Donc en 5 semaines, on va y aller mollo, mais il ne faut pas qu'il marche sur le pied. Mais en 5 semaines, voilà, je suis de retour. Le péroné, ça a été plus compliqué. Tu pratiques les arts martiaux historiques européens. Alors, tu nous as expliqué un peu ce que c'était, mais est-ce que pour toi, c'est une progression? En fait, est-ce que c'est quelque chose qui est plus large et plus complet que l'escrime qu'on peut trouver traditionnellement? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est au contraire une recherche plus juste historique et culturelle? Je vais dire c'est un phénomène parce que dire ce que c'est aujourd'hui précisément, déjà, ce serait arrogant. Et d'autre part, parce que ça serait forcer des tas de personnes qui ont des pratiques assez particulières qui rentrent dans le cadre des arts martiaux historiques européens, ce serait les contraindre par ma vision des choses. Globalement, c'est l'étude et la mise en pratique des traditions martiales européennes éteintes. Et européenne, c'est pas par passion pour l'Europe, c'est juste, on va dire, pour se faciliter la vie et délimiter. Voilà. C'est pas en opposition aux arts martiaux asiatiques,
Bien sûr. Parce qu'il y en a beaucoup qui font des arts martiaux européens, ont fait des arts martiaux asiatiques en réalité. C'est pas du tout. On a eu ce problème avec cette fameuse histoire d'événement d'attentat sur Emmanuel Macron, où on nous disait la personne est royaliste, c'est des arts martiaux identitaires. On a eu ce sujet-là. Qui est venu. C'est pas européen, n'est pas lié, en fait, le terme européen n'est pas lié à ça, c'est une convenance. Parce que il m'arrive d'étudier des arts martiaux africains, de regarder les échanges, ou alors de la péninsule arabique ou de l'Empire perse, ou des arts martiaux turcs, de regarder, d'essayer de découvrir. C'est plus une passion pour la bagarre, de manière générale, et à un moment donné, il faut choisir quelque chose. Qu'autre chose. Ensuite, est-ce que c'est une continuité de l'escrime moderne, d'un sport, donc d'escrime? Non, on essaie avant tout, normalement, de lire des sources historiques qui peuvent être plus d'ailleurs des sources d'une pratique entre guillemets sportive, parce que le terme sport est contemporain, mais nos ancêtres avaient des activités physiques. Et toute activité martiale n'est pas lié au combat à mort. Ça peut être lié à la tradition et au jeu. C'est l'escrime ludique, on parle d'escrime ludique d'ailleurs. Il faut voir que les anciens Européens avaient des activités physiques liées au combat, parce que ça les préparait peut-être à la guerre aussi, mais on peut prendre par exemple l'exemple le plus connu, c'est le tournoi, la joute de chevalier. C'est un jeu. C'est un jeu un peu violent, mais c'est un jeu quand même. Et c'est un jeu qui permet de s'entraîner à une activité liée à son rang social ou son métier. Et donc nous, on essaie de comprendre ce contexte. C'est pourquoi des bonhommes se battent à l'époque. Et pourquoi ils écrivent qu'ils se battent. Et pourquoi ils écrivent et décrivent. Pourquoi ils écrivent et décrivent la façon dont ils se battent. Et déjà, il faut comprendre ça. Déjà, on essaie de comprendre ça, et une fois qu'on a compris ça, on essaie de faire comme eux. Et puis voir si ça marche, si c'est cohérent. Et puis ensuite, on va regarder deux traités, on va dire, mais est-ce qu'il y a des liens entre les deux? Parce qu'il y en a un qui parle de l'un, il y en a un qui parle de l'autre, mais il n'y avait pas une tradition martiale. Et il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus, en France, en plus, on est bien doté en docteurs, et leurs travaux commencent à être disponibles. Est-ce que tu as des titres à donner, des titres de livres écoute, j'ai pris des livres à côté de moi là. Super. Des livres qui sont relativement accessibles. Il y en a d'autres. Je pourrais t'en donner une liste, mais pour une introduction à tout ça, je vais conseiller immédiatement Combattre au Moyen Âge. Alors c'est à l'envers forcément. Combattre au Moyen Âge. Le lien de la boutique, on le mettra. Combattre au Moyen Âge de Daniel Jacquet, qui est docteur en histoire, qui est en fait une très 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 bonne introduction à la méthodologie des arts martiaux historiques européens, et qui va démystifier et apporter des informations très très bien. Lui, il a fait son travail sur... il est connu parce que c'est lui qui a réalisé la vidéo où on peut voir qu'en armure on sait bouger. On peut bouger. C'est lui. Donc il est suisse, et si je dis pas oui, il est suisse, et c'est un très bon livre, et ça c'est assez accessible, hein, ça, en même pas 200 pages, on a énormément d'informations, et on n'est pas pour aller plus dans le détail, je dirais Croiser le fer, violence et culture de l'épée dans la France moderne, qui embrasse en fait la culture de l'épée en France sous 2 siècles. Donc c'est un peu plus centré sur la France, mais ça évoque pas que la France forcément. Et c'est 3 personnes donc c'est les classiques de Champvallon. Ces 3 personnes, c'est Pascal Briouast, Hervé Drévillon et Pierre Serna, qui sont enseignants universitaires. Ça, par contre, c'est un peu plus solide. Enfin, solide, sans que l'autre soit pas solide, mais je veux dire solide dans le sens... voilà. Plus dense. Il y a 500 pages. C'est écrit petit. Voilà, exactement. Et c'est écrit petit. Si on veut un peu plus rentrer dans le détail, je dirais ça. Pour les arts martiaux européens, en porte d'entrée, je conseille ça. Ensuite,
je conseille le site de la fédération, qui met la Fédération française des MHE, qui met à disposition énormément de documents gratuitement commentés. Il y a beaucoup de ressources gratuites. Et puis il y a aussi, en fait, en se renseignant sur les réseaux sociaux, il y a, je pense à Pierre-Henri Basse, je crois qu'il est maître de conférence à l'Université de Lille, qui a fait sa thèse sur les disciplines martiales, sur les arts chevaleresques, et qui tient un cours sur les arts chevaleresques, qui régulièrement sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, partage ses travaux et ses ateliers. Pierre-Alexandre Chaise, donc, alias Dr Bagarre sur Twitter, qui a un très bon compte Twitter sur le sujet. Il est docteur aussi en histoire. Ils partagent en fait leurs travaux, même s'ils ne sont pas encore publiés. Il y a des publications, il y a des ressources en fait. Il y a des ressources et ça apporte énormément. Et puis ensuite, il y a YouTube. Il y a des chaînes YouTube que je peux conseiller, celle de, évidemment, Acta, donc une chaîne française assez récente, qui va parler surtout de l'Antiquité, parce que les arts martiaux historiques européens, c'est pas seulement l'épée longue au Moyen-Âge, c'est aussi la gladiature, les sports de combat antiques. Ça va être aussi la Renaissance, avec les duels comme les mousquetaires. Ça va être donc aussi tous les arts militaires des temps modernes, de l'époque contemporaine, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et il y a des chaînes YouTube qui sont très très bien, donc comme Acta, et des chaînes étrangères, je conseillerais celle de Martine Fabienne aussi, que j'aime beaucoup. Après, de tête, il y en a d'autres, mais dans des noms des pays de l'Est, et je risque de me tromper, mais je t'enverrai une sélection. Mais merci. Oui, on mettra la sélection en description, donc c'est super. Merci, c'est génial. Vous savez quoi faire, vous pouvez y aller, mais une fois que vous avez fini de voir l'interview, parce qu'il y a encore plein de choses à raconter. Et toi, pourquoi justement, qu'est-ce qui te pousse à te lancer là-dedans, dans cette recherche? Tu disais que tu avais fait avant d'autres disciplines. Pourquoi tu te lances dans les AMHE, pardon? J'ai mis l'histoire. Je voulais faire un truc différent. J'avais une vingtaine d'années, j'avais moins de 20 ans en fait. J'avais moins de 20 ans, j'avais 17 ans. J'avais envie de pratiquer, d'apprendre à utiliser une épée. J'avais jamais fait d'armes avant. J'avais fait du judo, j'avais fait de la boxe. Je faisais du sport à la fac. Je me disais, bon, maintenant, j'avais arrêté le judo à 16 ans. Parce que trop contraignant et je m'étais fait mal au dos et j'avais envie de passer à autre chose. Ça me correspondait plus forcément et j'avais envie de découvrir d'autres choses. J'avais envie de voir ce que ça faisait de porter une armure parce que j'étais un peu un jeune geek. Je me disais ça fait quoi de porter une armure? Alors j'ai rejoint une troupe de reconstitution médiévale. Donc j'ai porté une armure, j'ai fait mes combats en armure, j'ai appris mes premiers mouvements à l'épée, j'ai participé à mes batailles rangées, j'ai attaqué un château fort pour de vrai, les archers me tiraient dessus, je grimpais aux échelles, ça je l'ai vécu, et sous un casque, sans voir le public autour, avec un vrai jeu autour de ça, avec une vraie armure, une vraie épée à la main. Et c'est vrai que maintenant, c'est le passé, c'est vrai que ça fait longtemps, mais j'ai eu une chance inouïe de faire ça. Et au cœur de ça, en fait, je me suis dit, mais moi, je veux comprendre réellement. Je veux comprendre réellement. C'est pas tant d'avoir le costume qui m'intéressait, c'est de comprendre comment on bougeait. Comment on bougeait, comment se battre réellement. Et pourquoi se battre aussi. Et j'ai très vite compris que le pourquoi était plus important que le comment. Et que le comment, en fait, il découlait du pourquoi. Et c'est là qu'en fait, parce que je suis assez exigeant peut-être aussi, je suis très curieux. En fait, je suis très curieux. Et comme le Moyen-Âge, ça me plaisait, j'aimais bien. Et Kingdom of Heaven était sorti pas longtemps avant. J'avais vu que dedans, il y avait des informations sur comment se battre à l'épée, qui sont en plus plus ou moins des vraies informations tirées de vrais traités historiques, même si c'est complètement anachronique par rapport à l'époque de Kingdom of Heaven. Mais il y avait quelque chose, en fait, je me disais, mais il
n'y a peut-être pas que l'escrime moderne, même si l'escrime moderne me plaisait, particulièrement l'épée. Je préfère l'épée au sabre et au fleuret. Et je me disais, il y a un truc, c'est pas possible, ça existe, et je voyais que ça commençait à apparaître, en fait, ça commençait à se diffuser. En fait, c'est Internet qui a permis la diffusion, en réalité. Parce que si j'étais né plus tard, j'aurais commencé beaucoup plus jeune, je pense. C'est le monde numérique a permis la diffusion des traités numérisés et leur accessibilité au-delà des bibliothèques et des universités et des lieux ça, de c'est la grande force conservation. d'Internet. Oui. Et du coup, tu as énormément de pratiquants d'arts martiaux, de très haut niveau ou juste amateurs, qui en fait étaient passionnés d'histoire aussi et ils se sont dit, mais c'est énorme. Ce qui s'est passé, par exemple, c'est mon club, Frères d'AMHE, s'appelle Frères d'AMHE, pas pour rien. C'est pas juste pour le jeu de mots frère d'âme à frère d'armes. Il y a un sens derrière. Le club a été fondé par 3 frères qui étaient pratiquants, qui pratiquaient et qui ont pratiqué pendant des années les arts martiaux. Un jour, ils ont lu une bande dessinée destinée à leurs enfants, De Cap et de Croc. Peut-être que les auditeurs connaissent. Moi, je connais pas. Il y a un renard et un loup qui font de la rapière dedans. D'accord. Et c'est De Cap et de Croc. Et ils ont remarqué des choses, en fait. Ils se sont dit, c'est marrant, la rapière. Alors, eux pratiquaient de l'aïkido. Et ils ont remarqué, c'est marrant, la rapière, ils la tiennent comme le sabre japonais, comme le katana ou le bokken. Et ils se sont dit, on va chercher. Ils ont cherché et ils ont découvert les arts martiaux historiques européens comme ça. Je pense qu'en fait, il y a énormément de pratiquants d'arts martiaux tels qu'on se les représente, asiatiques, qui ont découvert en fait les AMHE et ont permis leur développement comme ça en fait. D'un coup, en faisant une recherche, mais c'est bizarre, ça ressemble, c'est fou, ça, c'est bien représenté. Comment ils savent si bien faire ça en fait. Et via le cinéma, les œuvres culturelles, d'un coup, ils se rendent compte que ça existe et grâce à Internet, la documentation est accessible. Et avec un peu d'huile de coude et un peu de jus de cerveau, on arrive à en faire quelque chose. Mais après, c'est pas étonnant non plus qu'ils trouvent des similitudes, parce qu'on n'a que 2 bras et 2 jambes. Donc, il va y avoir des similitudes. Par contre, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, cette démarche d'investigation. Je trouve que c'est quelque chose de passionnant, mais je pense que ça va être chronophage. Combien enfin, je veux dire, pour un traité ou pour un mouvement, pour comprendre un mouvement, parfois il doit te falloir longtemps. Il te prend combien de temps à peu près? Parce que c'est de l'écrit, parfois c'est en vieux français, parfois c'est pas clair. Déjà, je ne peux pas me considérer comme pionnier. Je suis un pionnier du développement de la discipline, mais je ne suis pas un pionnier de la découverte de la démarche. Ce qui fait que je profite du travail de centaines de personnes avant moi, de traduction, parce qu'à la source, ou à l'origine, il y a la source. Et déjà, à la source, il faut la transcrire. Donc, pour arriver à lire les vieilles pattes de mouche, c'est pas évident. Ça demande du travail, rien que ça. Ensuite, il faut la traduire. Et ensuite, il faut l'interpréter. Ça fait des étapes avant d'arriver jusqu'au geste. C'est pour ça. Et arriver jusque-là, déjà, j'ai déjà des gens qui ont fait le travail sérieusement. En plus, il y en a plusieurs qui l'ont fait. Il y a différentes versions. Donc, plusieurs interprétations disponibles. Ce qui permet déjà d'avoir, quand tu veux démarrer sur des choses qui sont assez connues, comme, je sais pas, par exemple, l'épée longue germanique, tu as énormément Enfin, t'es pas livré à toi-même. Tu as des cours en ligne, je veux dire, aujourd'hui. Tu as des DVD qui sont vendus. Après, ça vaut ce que ça vaut. Et il n'y a rien de mieux qu'un vrai prof à côté de toi, de toute façon. Mais on n'a pas toujours un club à côté de chez soi. Et si on veut se lancer, c'est mieux que rien. Exactement. Et la Fédération française met à disposition énormément de documentation qui permet déjà de découvrir et de dégrossir. Ensuite, il faut se déplacer, aller à des stages, ça aide. Surtout que c'est très accessible financièrement. Je veux dire, la documentation, elle est disponible gratuitement. Aujourd'hui, tu veux faire des arts martiaux historiques européens, tu as juste besoin d'un copain, en fait, pour faire de la lutte. Tu n'as pas d'équipement, tu prends un magazine, tu le roules, tu le scotches, ça te fait une dague et un simulateur de dague, et tu peux pratiquer la dague. Tu veux faire des mouvements, tu n'as pas d'épée, tu peux prendre un manche à balai ou un bâton et tu fais du bâton. Et tout ça, ça existe. Et c'est déjà décrit. Et il y a déjà des vidéos en ligne
très didacticiels, des véritables cours en ligne. C'est gratuit, c'est mis à disposition. Donc, prendre du temps, oui, quand tu te perfectionnes et que tu veux aller plus loin et que tu vas, par exemple, la rapière, c'est assez exigeant quand même comme arme. Tout le monde peut penser au début, oui, c'est une lame fine, c'est une arme de fille, c'est plus léger, c'est facile, alors que c'est une des armes les plus exigeantes physiquement. Ça demande une musculature pour rester bras tendu en permanence, c'est assez demande beaucoup de exigeant. mobilité aussi, donc. Oui, et de souplesse. La difficulté et le temps à consacrer n'est pas là où on croit. Démarrer, en fait, en réalité, c'est assez simple. Ouais. Tu aurais un conseil d'ailleurs à un débutant? Un conseil à un débutant. Déjà, de ne pas hésiter à contacter soit la fédération, soit les représentants de la fédération. Moi-même, même s'il veut. Je suis assez facile à trouver. Oui, ça va, c'est pas difficile. En plus, vous aurez les liens en dessous, donc vous inquiétez pas. Voilà. Vous n'aurez pas de difficulté. Donc, c'est assez facile donc, de contacter en fait, la fédération. D'être accompagné, comment on fait, comment on crée une association, est-ce qu'il faut une assurance, ce genre de choses. Ces informations-là, elles sont toutes normées. Comment on se fournit en matériel, quel matériel il faut, par quoi on devrait commencer. Donc déjà, de ne pas hésiter en fait, à consacrer les petites institutions qui existent déjà. On essaie de faire notre travail, de développer la pratique, on est là pour ça, et pour faire gagner du temps à ceux qui débutent maintenant. Donc déjà, de se rapprocher de l'existant. Il y a même une espèce de carte, elle n'est pas trop à jour, je crois, mais tu as une carte sur Google Maps où tu as tous les clubs en France. Donc ça te permet de trouver un club près de chez toi. Peut-être qu'il n'y en a pas un chez toi, mais peut-être que tu peux en trouver un près de chez toi et du coup aller rencontrer des pratiquants qui vont. Après, le deuxième, ça c'est le premier conseil, c'est de ne pas hésiter à se rapprocher des institutions. Le deuxième, je dirais, la sécurité. Quand même, mine de rien. C'est-à-dire parfois de bien lire Safety First. Pourquoi? Parce que si on met tous des masques d'escrime, c'est pas pour rien. Alors que en Aikido, on fait du sabre, on met pas de masque, mais les gestes sont pas les mêmes. En fait. Les gestes sont très menaçants au visage dans l'escrime européenne. Et avec des objets qui sont parfois pas même sécurisés, qui peuvent traumatiser l'œil. Donc de faire attention avec les gestes et d'y aller progressivement et de préparer son corps, parce que manipuler une épée de 1,5 kg, même si c'est qu'1,5 kg, si on ne fait pas de sport, si on n'est pas prêt, il faut préparer son corps, y aller progressivement. Il n'y a pas de honte à commencer avec un manche à balai et avec une épée en bois ou en plastique pour commencer, avant de passer, d'y aller progressivement, de prendre son temps pour préparer progressivement son corps à des choses pour lesquelles on n'est pas prêt aujourd'hui. Parce qu'en fait, faut prendre conscience que les gens qui pratiquaient ce qui est écrit dans ces bouquins-là, pour la plupart, ils travaillaient au champ aussi, ils avaient des métiers très manuels, tous les jours, quotidiens. Aujourd'hui, je sais pas moi, un gars qui est un graphiste qui est assis 12 heures par jour et qui d'un coup décide de faire 2 heures par semaine, 2 fois 1 heure, parce qu'il débute des arts martiaux et du combat à l'épée, il va se bousiller en fait. S'il y va pas progressivement, s'il y met de l'engagement tout de suite, il va se faire très mal en réalité. Trop de bonne volonté parfois peut nuire à la pratique. Exactement. Se rapprocher des institutions et rentrer progressivement dans l'activité en faisant attention à sa propre sécurité. Mais les institutions sont là aussi pour ça. Mais merci pour ces conseils. C'est très bons conseils. Merci énormément. Est-ce qu'il y a un pratiquant, toi, que tu aurais rencontré, un pratiquant en particulier que tu n'as jamais pu rencontrer, vivant ou mort? Sans hésiter, je dirais Georges Saint-Pierre. Pourquoi? La structure mentale, morale, la personne, le combattant, l'honnêteté. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est bon. On le sent que c'est quelqu'un qui est bon, mais il sait reconnaître ses défauts et ses démons aussi. Quelqu'un qui fait preuve d'autant de bienveillance et qui ose dire que pour rentrer dans une cage de MMA, il faut avoir des démons et qu'il l'accepte sans mentir.
me fait dire que c'est quelqu'un avec qui je prendrais énormément de plaisir à échanger. C'est pas pour rien, si j'ai un conseil à donner, c'est le livre aussi. Le sens du combat excellent livre. de Georges Saint-Pierre. Voilà. Bon. Après, il y en a des tas d'autres, hein. Mais Georges Saint-Pierre, ouais, clairement. On a un peu notre Georges Saint-Pierre en France. Anthony Réa, je trouve qu'il y a beaucoup de points communs dans cette façon d'être. Je pense qu'il y a... je pense qu'effectivement, tu vas avoir une récurrence dans les arts martiaux, dans les sports de combat. Tu vas avoir même contexte, même éducation ou éducation similaire, t'aboutis à peu près au même bonhomme à la fin. C'est ça. Oui, mais merci beaucoup pour ce retour. On va terminer donc cette deuxième interview avec les deux questions habituelles. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose, Jean-Charles? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aime faire, mais que je sais qui est contre-productif et que je fais quand même du coup? Et alors? Dans la précédente interview, je disais j'adore faire des sparring, je fais beaucoup de sparring parce que ça me structure et même c'est normalement en fait en Europe on fait des sparring. C'est dans les sports de combat, dans les traditions, on se bat, c'est comme ça pour jouer, mais on se bat. J'y prends énormément de plaisir et je pense que c'est mon exercice préféré aussi parce que c'est l'exercice qui est le plus lié finalement à ma pratique. Pour autant, je pense que si on fait que du sparring, on peut renforcer des points faibles. On va renforcer des points forts et des points faibles. Et on ne peut pas varier suffisamment ses adversaires dans son club. C'est pas possible. Même si on en a beaucoup à disposition. On ne peut pas suffisamment varier ses adversaires pour ne pas renforcer ses points faibles. Voilà. Donc, je dirais, il y a quelque chose que j'adore faire et que je continue à faire, mais il faut que je fasse attention parce que ça peut entraîner des défauts et faut que tu restes vigilant envers toi-même. C'est la dose qui fait le poison. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu me poser, toi, de ton côté? Quel est l'exercice qui te donne le plus de plaisir? Quel est ce que tu préfères, en fait, dans ta pratique? À côté de ça, c'est une double question. Est-ce que tu penses que tu devrais faire plus... Est-ce que le sparring devrait prendre plus de place dans tes disciplines? Je sais que tu fais du jiu-jitsu, par exemple. Est-ce que en tradi ou en brésilien? Je ne sais plus. En traditionnel. Est-ce que vous faites beaucoup de sparring en jiu-jitsu tradi? Est-ce que tu penses que vous devriez en faire plus? Ou est-ce que tu penses que c'est... Voilà. C'est une double question, j'en ai deux à te poser du coup. Ouais. Non, mais très intéressante comme question. Alors, cette notion de sparring, de combat, on peut appeler ça comme on veut, chez nous, on a 4 formes de combat, pour faire simple. On a le combat au sol, on a le combat pied-point. Ouais, le newaza, c'est ça. Le combat pied-point, un peu... Alors, parfois, on va pied-point puis sol, donc en forme kudo. On a le casque à bulles et les gants. Donc, on peut aller de la simple touche au KO, selon l'événement et selon ce qui se passe. Ça peut être des combats plein contact, ce qu'on appelle plein contact. Et on a le combat style tachiwaza, hein, donc projection debout. Ça, c'est les 3 formes de combat. Et la 4e forme de combat, en fait, ces 3 formes-là, elles représentent, j'ai envie de dire, dans notre importance de travail, ça doit représenter 15%. Voilà. Parce que nous, la forme de combat qui nous intéresse, c'est la dernière, c'est ce qu'on appelle le Taninzugeko. C'est on est seul au milieu de 2, 3, 4 adversaires qui vont venir nous attaquer à tour de rôle et on doit trouver la réponse adaptée. Le but, par exemple, lors d'un passage de premier dan, donc de ceinture noire, c'est de faire 50 techniques en 3 minutes. Donc, on va nous attaquer et il faut qu'il y ait 50 techniques propres qui soient validées en 3 minutes. Donc, si on fait le calcul, hein, ça fait une technique à peu près toutes les 3 secondes et demie. Donc, ça fait déjà un rythme assez soutenu. Et ça, par contre, c'est le cœur de travail. On a une discipline qui a été créée à l'origine pour servir les iris. Ce sont les unités d'intervention en milieu pénitentiaire. Quand il y a un prisonnier qui s'échappe, il faut aller le chercher. Voilà, et ça servait à ça. Donc, et à former les gardes du corps. Notre instructeur, celui qui a créé ce style, l'a créé pour ça. Donc, vraiment, ça, c'est notre cœur de cible. Et donc, ça, pour moi, c'est une forme de combat. C'est pas une forme... c'est une forme moins ritualisée que une forme en adversaire 1 contre 1,
Mais par contre, il peut nous attaquer ce qu'il veut. Donc, on est vraiment sur, il peut venir m'étrangler derrière, il peut venir me mettre un coup de couteau, il peut venir me mettre un coup de poing, un coup de pied, me saisir. Donc, on est sur un champ des ouverts très possible, un champ ouvert et très possible. Et du coup, ça, c'est une forme de combat. Et c'est d'ailleurs l'exercice auquel je prends le plus de plaisir, en fait. Et on va dire que pour moi, même les enfants, alors j'adapte bien sûr, hein, mais au minimum, un cours sur deux, il y a un Tanin Zugeko. Au minimum, il faut qu'ils aient ça. Parce que ça apprend, parce que forcément, hein, une fois qu'on a attaqué, on défend. Donc, ou une fois qu'on défend, on a attaqué. Donc, déjà, du point de vue préparation physique, ben, on est dedans, parce que quand on doit se tenir 9, 12 minutes d'exercice à chuter, se relever, c'est long et c'est éprouvant. Mais au-delà de ça, ça développe une capacité qui est très intéressante, qui est celle d'observation, qui est pour moi la plus importante dans tout ce qui est gestion de l'agression, etc. Et ça apprend à tourner la tête, savoir où sont les autres, parce qu'ils se placent autour de nous. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment la notion de combat, elle est là. Alors, bien sûr, ce n'est pas comme quelqu'un qui vient et ils ne vont pas venir me faire un enchaînement de 3, 4 frappes. Ce n'est pas le but de l'exercice. Mais c'est pour ça qu'on a aussi le pied-point, etc. Mais cet exercice, j'y prends énormément de plaisir. Et pour moi, c'est vraiment le cœur de cible de notre discipline en jiu-jitsu traditionnel missionary. Je ne sais Ok. pas si j'ai répondu correctement à la question. Si, c'est parfait en fait. C'est là qu'on voit qu'en fait, euh, le pourquoi de la discipline va influencer sur le comment. Oui, Et, ah, et nous, par exemple, qui sommes tournés sur une activité essentiellement de duel hmm, et de confrontation en duel issue des salles d'armes anciennes, ben, en fait, notre pratique moderne et contemporaine, avec notre matériel et tout, est issue de ce pourquoi-là, en fait, hmm. en réalité. Et c'est pour ça que voilà, et chaque discipline a son pourquoi. Et, et du coup, c'est intéressant parce que on y trouve chacun son plaisir dedans. Et je pense que si je venais pratiquer le jiu-jitsu avec toi, je prendrais du plaisir à ce jeu-là parce que c'est le pourquoi de ta discipline, en fait, se révèle réellement dans cet exercice-là. Hmm. Et je pense que du coup, c'est là qu'on. Tout comme si tu venais étudier le pourquoi et les arts martiaux historiques européens avec moi, tu te rendrais compte qu'en fait, finalement, ça se révèle réellement au moment où on va s'opposer. On va Hmm. rentrer dans une phase d'opposition, de duel. Et donc, c'est super intéressant. Je pense que ça va mettre en miroir, effectivement. Oui, mais de toute façon, après, je pense que tout se complète. Chacun a son pourquoi, comme tu l'as très bien dit. Mais chaque discipline, après, se complète. On peut aller, entre guillemets, fouiller ailleurs, tant qu'on sait pourquoi on va fouiller ailleurs aussi. Et ça, Exactement. c'est important aussi. Mais si tu veux passer ben, au dojo, si tu passes en Île-de-France, t'es le bienvenu. Ce sera avec grand plaisir. Faut pas hésiter. Volontiers. Et voilà. Mais merci pour le temps que tu as pris. N'hésitez pas à le remercier encore une fois en commentaire, en allant le voir directement sur sa page, en suivant Dungeon of Fitness, en partageant cette interview. N'hésitez pas. C'est vous qui faites vivre tout le contenu. Jean-Charles, je te souhaite une très très bonne journée. Toi Et je vous aussi, dis merci beaucoup. merci beaucoup. Au revoir. Tchou bye. Merci d'avoir écouté Causerie d'experts, votre podcast proposé par le blog Corps et Esprit Martial. N'oubliez pas que si l'on crée le contenu, c'est vous qui le faites vivre. Si vous avez aimé les conseils de cette interview, n'hésitez surtout pas à partager, liker et commenter pour qu'un plus grand nombre y ait accès. Si vous écoutez ce podcast sur une plateforme qui le permet, nous vous invitons à vous abonner et activer les notifications pour ne louper aucune sortie. On vous dit à très vite, tchou bye.